Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous nous entendez. Donc moi, je suis Florent Le Tourneur, je suis le dirigeant de la société We Feel Good et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec nos différents invités. Vous avez un petit chat à droite. Est-ce que vous nous entendez? Rassurez-moi. Aurélien, Léanique, oui, donc super, donc ça fonctionne. Voilà, donc ouais, comme l'indique Marie-Laure, donc qui travaille dans mon équipe, qui est derrière, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire, on y répondra pendant et à la fin, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va parler job sharing, on va parler intergénérationnel et j'ai le plaisir on a le plaisir d'avoir avec nous plusieurs invités qui vont se présenter et qui vont prendre la parole au fur et à mesure. Caroline, Brice, Léna, Florence et Yvette qui va nous rejoindre, qui est partie. Il y a un bruit, c'est Caroline. Voilà, c'est les aléas du direct. Hein. On va faire simple. Ce que je vous propose, c'est un petit tour d'écran de vous présenter en une petite minute chacun maxi, et puis on va y aller. Allez, Caroline. Ok, je veux bien commencer. Bonjour, donc Caroline Sarraud-Le-Carpentier, spécialiste des dynamiques intergénérationnelles dans les entreprises, ou comment tirer parti de la diversité générationnelle, levier de croissance et de performance. Voilà, je laisse la parole à Léna. Merci Caroline. Bonjour à toutes et tous. Léna Basile. Alors moi je suis cofondatrice de Worksharing avec Florence et j'ai également une casquette de DRH à temps partagé et coach formatrice. Je vais enchaîner du coup. Bonjour à toutes et à tous. Florence Pawlowski, cofondatrice avec Léna de Worksharing, pour faire du conseil en job sharing que j'ai pu expérimenter. On en reparlera plus tard, mais à l'étranger en Allemagne. Et en parallèle aussi, j'ai d'autres casquettes avec du conseil coach en développement personnel et du management de transition sur du e-commerce. Donc enchantée. Brice, je continue ou pas? J'envoie la balle? Ouais, Brice. Merci Florence. Donc Brice Coudriot, moi je suis consultant IT et transformation digitale, / chef de projet, / PMO en fonction des sujets. Et je passe la balle. Non, Yvette nous a pas rejoint. Elle va nous rejoindre, je pense qu'elle essaie de se connecter. Voilà, en tout cas, un grand merci d'être là. Avant toute chose, un petit sondage. J'aurais aimé soumettre. Hop. Voilà, je vous ai posé un petit sondage. Est-ce que vous le voyez arriver dans la rubrique sondage? Dites-moi. Ouais. Donc, connaissez-vous le job sharing? Alors, je vous ai proposé plusieurs réponses. Le job quoi? Non, mais je veux bien partager. Oui, c'est du boulot à deux. N'hésitez pas à répondre à ce sondage, à nous dire un petit peu ce que vous connaissez à date, avant qu'on en parle un peu plus du job sharing. Et en attendant, j'aurais souhaité poser une question à Léna ou Florence. Déjà, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le job sharing, comment il se distingue des autres formes de travail collaboratif? Oui, alors le job sharing, en fait, effectivement, pour faire simple et court, c'est co-exercer une fonction à deux en co-responsabilité. Donc pour faire synthétique, deux personnes qui travaillent sur la même zone de responsabilité, souvent en temps partiel, mais ça peut être de temps plein aussi. Qui permet justement d'avoir une continuité d'activité, de soit prendre du temps pour soi, soit effectivement pouvoir être sur, ne plus se sentir seul et être en co-gestion sur une même fonction, on va dire. D'accord. Tu veux compléter, Florence, ou tu es totalement en phase avec la définition de Léna? Je suis totalement en phase. Je peux juste donner un exemple concret. Dans la façon dont je l'ai vécu en Allemagne, en fait, moi, je travaillais à 60%. Mon partenaire aussi à 60%, ça veut dire que concrètement, je travaillais du lundi au mercredi et lui du mercredi au vendredi. Et on avait notamment le mercredi pour se passer les sujets, aussi se challenger, brainstormer, etc.
Et donc, on avait aussi une équipe qu'on manageait ensemble. Donc, on se partage voilà, l'ensemble des projets, des responsabilités et du leadership de notre équipe, management de notre équipe. Et du coup, ce qu'on est intéressant. Et dans l'autre partie de ton temps, tu faisais quoi du coup Et ton collègue lui-même, il avait une autre activité aussi en parallèle? Oui, alors lui, en fait, il a fait ce choix pour pouvoir faire une thèse, un doctorat, donc avoir du temps. Un sujet d'ailleurs qui est dans ces cas-là intéressant, qui était intéressant pour Nivea, enfin la boîte pour laquelle je travaillais. Et moi, en fait, j'ai fait ce choix-là pour pouvoir me former au coaching, à l'accompagnement et aussi pouvoir donner des cours à l'université. Donc avoir une autre activité à côté et m'ouvrir aussi à d'autres sujets qui venaient nourrir finalement mon job aussi chez Nivea. Ok, d'accord, très clair. Et selon vous, aujourd'hui, les bénéfices spécifiques du job sharing? Et puis après, on reviendra, je donnerai la parole à Caroline sur l'intergénérationnel pour qu'on fasse le lien. Il y a plusieurs bénéfices. Effectivement, il y a des bénéfices pour les deux personnes qui travaillent ensemble, premièrement, on va dire, puisque on l'a dit déjà, on a la lutte contre l'isolement et le fait d'être deux, ça crée une motivation, une émulation, une dynamique de groupe finalement et de grandir ensemble. Donc il y a un transfert des compétences aussi, puisque le périmètre de compétences est du coup plus large quand on est à deux. Et puis, ça permet justement de pouvoir prendre du temps aussi pour soi, ou en tout cas avoir une flexibilité dans l'organisation. On recherche aujourd'hui beaucoup de flexibilité et ça peut répondre aussi à ça. Et puis, de pouvoir, après, il y a tout un tas de situations sur lesquelles on reviendra certainement, mais de pouvoir se nourrir et grandir ensemble pour le duo. Okay. Après, il y a aussi d'autres bénéfices pour le manager, puisque concrètement, il a la chance de pouvoir avoir un duo, enfin une double compétence, double expertise. Souvent, on se dit on recherche le mouton à 5 pattes. Là, il peut avoir le mouton à 8 pattes. Et puis aussi, ça lui permet de gagner du temps. Enfin, je sais que moi, en tout cas, c'était le feedback que j'avais de notre boss. Il dit, en fait, rapidement, je suis moins sollicitée parce que à deux, on prend des décisions beaucoup plus faciles et ça lui permet d'avoir du temps pour faire autre chose à côté, notamment. Donc, avoir une meilleure qualité de prestation dans son équipe. Et notamment aussi quand l'un est en vacances, il y a toujours quelqu'un qui est là. Donc autant de temps à passer en moins sur les équipes pour gérer l'absence des gens de son équipe. Alors, on a voulu sur ce webinaire zoomer sur le job sharing et en même temps l'intergénérationnel. Caroline, je vais m'adresser à toi, toi qui es spécialiste du sujet. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les défis que vivent les organisations, les entreprises en matière d'intergénérationnel à date? Moi, j'en vois trois majeurs que j'entends très 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 régulièrement. Et de toute façon, vous regardez tous les magazines, les rapports qui sont faits. Premier, c'est les stéréotypes et les préjugés. Les jeunes sont souvent perçus comme instables, superficiels, tandis que les seniors sont jugés résistants ou dépassés. Et ces clichés freinent vraiment la collaboration et nuisent à la dynamique d'équipe. C'est le premier qu'on rencontre beaucoup, et beaucoup d'entreprises commencent à investir des ressources et des moyens pour contrer ces stéréotypes et ces biais. Le deuxième, je me rends compte d'un manque de dialogue, la plupart du temps structuré dans les entreprises. Les générations ont tendance à cohabiter souvent sans réel échange. C'est pour ça que je parle de la cohabitation versus la collaboration. Et sans cette interaction significative, il peut y avoir des tensions qui restent non résolues et aussi des opportunités d'apprentissage mutuel qui sont perdues. Rappelons-nous que tout ce qui n'est pas transmis est perdu définitivement. Donc, je parle souvent de forcer les échanges intergénérationnels parce que à cause justement de ces stéréotypes et de ces préjugés, les gens ne vont pas vers quelqu'un qui ne leur ressemble pas. Et puis le dernier, on remarque aussi une absence de stratégie dédiée dans les entreprises. Peu d'entre elles ont des politiques claires pour gérer les enjeux intergés, avec des outils comme le mentoring croisé ou la formation adaptée aux besoins spécifiques des âges ou le job sharing. Voilà, le mentoring, je pense que c'est vraiment la base et en peu d'entreprises l'ont encore à date. Et quand elles l'ont, eh bien malheureusement, c'est toujours réservé au haut potentiel, qui représente que 5% du capital humain des entreprises. Ok. Voilà. Et ça, c'était des remarques, Léna ou Florence, sur ce que vient de dire Caroline, ou pas sur l'intergénérationnel? Non, mais moi je suis assez d'accord. C'est ce que je vois avec ma casquette RH aussi. C'est vrai qu'on a de
peu d'entreprises finalement qui travaillent le sujet et qui prévoient, et on subit en fait beaucoup. On subit les départs, on subit la perte de compétences, les plans de succession sont pas forcément travaillés, ou alors que c'est ce que tu dis, Caroline, ou alors on cible et on identifie uniquement certaines typologies ou des compétences critiques très pointues, mais pas sur la totalité finalement de l'ADN et de la compétence de l'entreprise et de l'organisation. Du coup, Caroline, selon toi, c'est quoi les opportunités aujourd'hui que tu vois que peut offrir une collaboration intergénérationnelle bien gérée? Alors, en ayant en tête job sharing, le mentorat, les rencontres, etc., je dirais le premier, c'est le levier d'innovation, clé pour un certain nombre d'entreprises de secteurs très concurrentiels. C'est-à-dire que la combinaison générationnelle permet de combiner et la créativité et la maîtrise technologique des jeunes, enfin faut l'avouer quand même, avec l'expérience des talents expérimentés ou seniors, appelons-les comme vous voulez. Et cette combinaison va stimuler des solutions innovantes et améliorer aussi la prise de décision. C'est-à-dire que l'innovation est bien plus robuste avec une combinaison générationnelle que si vous faites travailler en chambre des gens qui se ressemblent. Et ça, c'est valable pour toutes les conditions de la diversité. Le deuxième point, c'est j'y vois un transfert fort de compétences sur des transmissions de savoir-faire essentiels qui garantissent la pérennité de l'entreprise, et puis des perspectives modernes, notamment sur des technologies et des nouveaux usages qui peuvent amener l'entreprise dans une transformation de rupture et donc l'amener à découvrir de nouveaux clients. Et puis le dernier, peut-être la conséquence de ça, finalement, c'est le renforcement de la culture et de l'image employeur. Parce qu'une entreprise, enfin une organisation qui valorise la diversité générationnelle, ça va attirer des talents, ça va améliorer la satisfaction au travail, et puis fatalement, ça va fidéliser ses collaborateurs, tout en renvoyant à l'extérieur une image d'entreprise très inclusive et moderne. Alors quand tu dis ça, sur le papier, ça paraît, je dirais, juste évident de le faire. Et néanmoins, tu as quand même beaucoup d'organisations qui sont loin d'être nickel sur ce sujet, d'être à la pointe de ce sujet. Et pourquoi ce décalage, en fait, entre ce qui nous paraît quelque part être aussi du bon sens, honnêtement, pour moi, et puis la réalité au quotidien, sur le marché du travail, sur peut-être les freins que se mettent un certain nombre d'organisations. Ouais, déjà, je pense que les DRH ont fort à faire en ce moment et qu'il y a un principe de priorité aussi. Ils ont peut-être beaucoup ils ont des ressources limitées, donc les initiatives intergé peuvent être perçues comme non prioritaires ou coûteuses, ce qui vont freiner leur mise en place. Deuxièmement, ça correspond un peu à stéréotype et biais, c'est un fort individualisme et l'entretien des silos dans les entreprises où chaque génération reste un peu enfermée dans ses propres habitudes. Ça limite les interactions, ça renforce les clivages, et notamment entre les jeunes et les plus seniors. Et puis le dernier point, je dirais que s'il y a une co-responsabilité employeur, salarié et collectif, il y a aussi une responsabilité qui incombe aux managers, malheureusement, qui peuvent être insuffisamment formés. Et j'entends beaucoup de RH qui m'appellent en me disant ce sujet remonte de la part de nos managers. Ils se sentent pas suffisamment formés, ils n'ont pas les outils et ils n'ont pas les compétences nécessaires pour accompagner la diversité des âges dans leurs équipes. La direction leur impose des projets, des méthodes, etc. Mais c'est eux qui sont confrontés en tant que managers de proximité à la diversité générationnelle et ils ont du mal, ils n'arrivent pas. Donc c'est là où je pense qu'il faut vraiment travailler, c'est mon approche, sur une approche systémique, arrêter de tout mettre sur les pauvres épaules des managers, mais aller former les collaborateurs aussi au bénéfice de la diversité générationnelle et le collectif pour qu'ils se rendent compte que leur regard peut changer une trajectoire de vie. Voilà ce que je vois. Enfin. Donc ça doit être une démarche collective en fait, c'est pas juste une démarche RH, c'est pas juste une démarche managériale, c'est une démarche globale en fait de chacun. Ouais, complètement. Le retour d'Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour à tous. Bonjour Yvette. Désolée, petit problème technique là. Problème de navigateur apparemment. Pas de souci Yvette. Tout à l'heure, Brice et toi, vous allez pouvoir intervenir. Je serais très content de te voir avec nous. Léna,
Florence. Du coup, quand on voit le regard que Caroline pose sur l'intergénérationnel et vous, avec votre expertise job sharing, quels seraient selon vous aujourd'hui les bénéfices spécifiques du job sharing dans un contexte intergénérationnel où on peut accueillir effectivement des personnes qui ont 18-20 ans et jusqu'à maintenant 64 ans, quoi, voilà, voire 3 générations dans l'entreprise. Bah, en fait, on en voit plusieurs. Caroline, tu parlais de ce transfert de compétences, enfin parfois des compétences qui partent, enfin qui ne sont pas gardées. Bah, typiquement, si on a un duo junior-senior, on va pouvoir permettre en fait ce transfert de compétences et de façon beaucoup plus fluide, parce que quand on travaille, quand on se partage un poste, mais il y a tout ce temps d'échange, de challenge, et donc la formation, elle va être faite encore plus, on va dire, de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace, puisqu'on va travailler sur les mêmes projets. Donc là-dessus, je pense que ça c'est un vrai plus, et je pense que c'est en fait en version encore plus accélérée. Je pense qu'on aura aussi avec Yvette et Brice, ça va être intéressant d'avoir leur écho, mais voilà, je pense que ça c'est un vrai plus. Après, tu parlais aussi, Caroline, de ce côté tension intergénérationnelle. Ben là, le fait d'avoir un duo junior-senior, chacun en fait est beaucoup plus ouvert à comment fonctionne l'autre, en fait, puisque voilà, on partage le même poste. Et donc, je pense que ça casse un peu je sais pas si on peut appeler ça les biais cognitifs. Hein, après, Léna, tu me corriges ou pas, mais de se dire, voilà, on a une vision de cette génération, de l'ancienne génération qui est comme ça, et l'ancienne génération aussi une vision de la nouvelle génération. Je les vois comme ça. Et en fait, quand on travaille ensemble, vraiment main dans la main, ça permet de casser cette vision-là, ou en tout cas d'ouvrir, je dirais un peu ouvrir ses chakras. C'est la démonstration par la preuve. Hein. Ouais. Oui, voilà. Il ne faut pas changer ce qu'on pense, il faut changer la manière dont on fait. Donc la preuve en action, on voit les bénéfices immédiats et ça rayonne autour de soi d'ailleurs. Et puis, on parlait de transfert de compétences, les hard skills, les compétences techniques professionnelles, mais il y a aussi un transfert de compétences, ça peut être aussi des soft skills, en fait, comportementales. Quelle est la façon qu'on a, soit de manager un projet ou une équipe, comment on faisait peut-être l'ancienne génération, comment on fait la nouvelle, et en fait, de ça, je trouve, émerge quelque chose d'encore plus puissant. C'est pas l'un ou l'autre, c'est comment on peut peut-être faire, quand on prend deux choses complémentaires ensemble, comment on peut faire encore mieux. Voilà déjà ce que je vois. Après, Léna, je sais pas si tu veux compléter ou. Oui, après c'est vrai que c'est aussi ce que ça apporte comme bénéfice de plus de, on va dire, de fidélisation aussi, parce que alors on a eu plusieurs témoignages de ce point-là, c'est-à-dire que effectivement quand on travaille en duo, on s'attache aussi à une micro-équipe quelque part, et on a une espèce de loyauté aussi interpersonnelle l'un envers l'autre, qui fait que on se sent engagé en fait envers son duo. Et du coup, ça crée vraiment une dynamique positive d'engagement et de fidélisation. Et du coup, ça permet aussi d'aménager aussi potentiellement les fins de carrière aussi. On est dans une recherche de dispositifs aujourd'hui dans les entreprises, de dire comment est-ce qu'on arrive à garder le plus longtemps possible les seniors, parce qu'on va avoir une pénurie de talent avec une balance négative, on va dire, de nouveaux actifs par rapport à des départs en retraite. Ça peut être aussi une façon de conserver aussi des talents dans l'entreprise avec un aménagement aussi du poste, on va dire. Léna, du coup, le job sharing, c'est ouvert à tout le monde, ou est-ce que c'est réservé à des métiers, des fonctions particulières ou des organisations particulières dans un autre registre? Comment est-ce que tu te positionnes toi là-dessus? Est-ce que tu peux dire en fait tous les métiers applicables au job sharing? Alors, effectivement, de notre retour d'expérience par rapport à ce qu'on a soit vécu, puisqu'on a vécu toutes les deux avec Florence, soit les témoignages que l'on a en France ou à l'étranger, puisqu'on a un retour d'expérience plus important, on va dire, à l'étranger, ça peut s'appliquer à de nombreux métiers.
on va pas sectoriser par type de métier parce que finalement, à partir du moment où on peut travailler à deux sur une zone de responsabilité, on pourrait potentiellement, même si on va jusqu'au bout du bout, sur une chaîne de production, on pourrait faire du job sharing quelque part quand on est en 3-8. Bon, après, par contre, sur le job sharing vraiment, pour en sortir tous les bénéfices et l'impact, on va dire la performance que ça peut apporter, il faut effectivement, plutôt que d'un type de métier, un type d'organisation, une ouverture, une maturité, on va dire, de la culture d'entreprise, notamment sur la confiance et sur la remise en question finalement de l'organisation. Parce que c'est un mode de travail qui change, qui casse un peu les codes et notre côté peut-être un peu pyramidal et très structuré français notamment, mais du coup c'est de se dire que ok, on casse un peu ses croyances, on fait confiance. Il y a une notion de confiance qui est importante. Il y a une notion d'ego aussi, hein, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est important effectivement quand on est à deux sur une zone de responsabilité comme ça, sur du job sharing, de mettre un peu son ego de côté parce que on est deux, donc on assume aussi les réussites et les échecs, et du coup l'idée c'est pas de prendre le pas l'un sur l'autre parce que sinon ça ne fonctionne pas. Faut vraiment être au même niveau, on va dire. Et donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait voilà cette culture et qui parte du haut vers le bas quelque part. Il faut que ce soit transverse et dans toute l'organisation, et de pouvoir avoir un accompagnement aussi du management, parce que si on est uniquement sur un fonctionnement du duo, on va dire de façon isolée, ça peut être aussi complexe, ça peut créer des difficultés. Ça peut fonctionner, mais ça peut être moins simple et moins fluide dans l'organisation. Ok. Et juste si je peux me permettre par rapport à l'ego, comme on parle d'intergénérationnel, je pense que là, c'est d'autant plus important de pas faut pas avoir un ego surdimensionné. Je me dis, soit les seniors, ils disent, oui, j'ai la super expérience, le jeune, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter? Et inversement, le jeune, oui, oui, moi aussi, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir m'apporter les anciens? Enfin, Caroline, je sais pas comment ça résonne chez toi par rapport à ce que tu as pu voir sur. Oui, non, mais alors, je mettais pas ça sur le sujet de l'ego, j'estimais juste que, étrangement, je faisais la réflexion ce matin, je faisais une reco, je disais c'est drôle parce que l'intergénérationnel, ça plaît surtout aux plus vieux. Parce que les intergénérationnels, ils savent ce qu'ils ont apporté aux jeunes. Les jeunes, parfois, ils voient pas le bénéfice encore de l'intergé quand ils sont trop jeunes. Or, de la récente étude de Domitis et du CSA de septembre 2024, ils sont 92% des jeunes à estimer que le rapprochement de génération est important, et 63% à avoir beaucoup de choses en commun à partager avec les seniors. Donc, il y a une vraie socle solide pour entretenir ce sujet-là. Ok. Justement, on va parler duo, on va parler avec Brice et Yvette. Alors, en attendant, je vous ai mis un nouveau sondage sur les risques et freins du job sharing, et puis on parlera de résultats après l'interview de Yvette et Brice avec Léna et Florence sur le résultat de ce sondage. Brice, Yvette, rebonjour à tous les deux. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez organisé votre job sharing et qu'est-ce qui vous a motivé à tenter cette expérience? En fait, on était tous les deux dans une même entité d'une grosse organisation au secteur public, dans deux directions différentes. Et moi, je manageais des projets transverses et un programme de transformation, ce qui m'a amené à travailler régulièrement avec Brice. Et je me suis dit, j'ai besoin d'être renforcée, d'avoir une nouvelle visu sur mon chantier. J'ai pu justifier, puisqu'on était en clientèle, j'ai pu justifier aux clients que j'avais besoin d'un PMO. Je pouvais pas parler de job sharing. Donc, j'ai justifié que j'avais besoin d'un PMO et j'avais nul doute que Brice allait monter à bord sans aucun problème et qu'on allait pouvoir effectivement faire du job sharing. Et ce que je trouvais intéressant, et je trouve que c'est un des intérêts aussi, c'est le fait que quand on est à deux, on a deux fan clubs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui recevaient très bien Brice et d'autres qui me recevaient mieux moi. Et donc, on pouvait s'organiser pour faire passer des messages et pour faire des transformations. Et je trouve que ça, c'est vraiment un élément important aussi. C'est le fait que ça permet de relever plus de défis, finalement, en étant ensemble.
Donc, c'était plutôt intéressant. Enfin, ceci dit, j'avais déjà fait des expériences du même genre avant. Mais là, avec Brice, c'était vraiment bien. On se comprenait directement, on était sur la même longueur d'onde. Et ce qui fait que d'un point de vue organisation, bah, ce fut assez fluide. On s'est organisé un peu en mode agile avec des points réguliers. On était assez rapidement sur la même longueur d'onde. Et si pas, on en discutait, on allait jusqu'au bout du sujet. Et aussi bien l'un que l'autre, on avait une autonomie. C'est-à-dire que je pouvais très bien, moi, me dire à un moment donné, bon, on n'a pas le temps de traiter les différends entre nous. Je fais confiance à Brice. Donc, on avait une confiance mutuelle. Et vous parliez tout à l'heure de cet aspect d'ego et d'intergénérationnel. Moi, je trouve qu'il y a un élément qui est important aussi, c'est le respect dans les deux sens. Parce que souvent aussi, les seniors se disent parfois, oh, ceux-là, ils arrivent, ils débarquent, ils n'ont pratiquement pas d'expérience, hein, je peux tout lui apprendre. Et c'est pas du tout le cas. On est toujours senior sur ce qu'on connaît et junior sur ce qu'on ne connaît pas. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant. En tout cas, moi, je suis très, très fan. Brice et moi, on est en duo à réitérer autre part. Et de mon côté, pour reprendre là sur l'origine de notre collaboration, moi, quand Yvette m'a proposé qu'on travaille ensemble, c'est devenu assez rapidement une évidence. J'y ai vu deux choses. La première, c'était l'opportunité de monter en compétence sur des sujets qui sont structurants pour l'entreprise. Et qui dit sujet structurant dit complexe et donc pas forcément accessible à des profils plus juniors d'habitude. Donc c'était l'occasion de monter en compétence là-dessus. Et puis deuxième, comme disait Yvette, on a été dans les faits sur les projets en train de collaborer dès le début. Et on a bien vu que sur le plan humain, ça matchait très bien, qu'on avait des convictions, des valeurs, des personnalités un brin atypiques qui pouvaient très bien matcher, et c'était le cas. Ça m'a conforté assez vite dans l'idée de me faire embarquer sur une nouvelle aventure, et parce que j'étais persuadé que ce serait enrichissant, et je m'étais pas trompé. Et sur la partie organisation, puisque c'était la question aussi, effectivement, on avait des points réguliers, et les outils collaboratifs ont aidé aussi là-dessus. Mais je suis assez convaincu et persuadé au fond de moi que l'efficacité de notre collaboration, elle tenait surtout à 4 grands principes fondamentaux. Le premier, comme disait, la confiance, pas de micromanagement, une forme de responsabilisation, d'autonomie sur les sujets. Deuxième, la transparence. On peut se dire droit à l'erreur, pas de rétention d'informations, comme ça peut des fois arriver dans d'autres contextes. Une forme d'horizontalité hiérarchique qui rend les échanges beaucoup plus fluides et beaucoup directs, et on gagne un temps fou. Et enfin, une forme de complémentarité, parce que c'est aussi ça, alors, comme disait Yvette, on n'avait pas forcément conscience d'être dans un dispositif de job sharing, mais il y avait bien cette idée de complémentarité, de tirer profit tous les deux des forces de chaque profil pour avancer un maximum avec la plus grande efficacité. Et Brice, Yvette, est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, oui. Ah, super. Brice, qu'est-ce que toi, tu as retiré de cette expérience avec Yvette? Beaucoup de choses. Alors, en priorité, je retiens une forme d'aptitude à prendre de la hauteur, d'analyser des sujets de manière un peu plus systémique, ce que ne fait pas forcément un junior naturellement au début. C'est-à-dire considérer que dans l'entreprise, c'est un système et que dans chaque décision, chaque changement qu'on opère a des répercussions ailleurs dans l'entreprise et qu'il faut les anticiper, les prendre en compte. Il y a ça. Il y a une façon aussi d'aborder la dimension politique qui, surtout dans les grandes entreprises, est une notion qui est primordiale quand on veut avancer sur des sujets qui sont un peu plus high level. Et surtout, en fait, l'appréhender, mais apprendre à manœuvrer à travers celle-ci pour atteindre les objectifs. Et plus généralement, pour faire un peu la boutade, je retiens toujours 2 maximes d'Yvette qui me restent toujours en tête dans mes expériences aujourd'hui. La première, elle consiste à dire quand on ne voit pas à 50 mètres, alors on avance à 10 mètres. Ça permet de toujours être en mouvement malgré les contextes parfois pleins d'incertitudes qui peuvent générer de l'inertie. Et puis la deuxième, c'est quand on a raison trop tôt, c'est qu'on a tort. C'est une façon de prendre du recul et de comprendre que c'est pas parce qu'une proposition ne prend pas effet tout de suite dans une organisation qu'elle est pour autant mauvaise. Et en fait, c'est très souvent davantage une affaire de cheminement qui doit se faire dans les esprits de chacun, de patience pour ceux qui les ont formulés, ce qui n'était pas forcément mon fort au départ, et de ténacité aussi un peu pour pas lâcher le morceau quand on a des convictions, ce qui était notre cas avec Yvette. Ok.
Yvette? Oui, je vous entends, mais visiblement, ma caméra, elle veut plus s'activer. J'ai beau cliquer sur activer, ça ne se passe pas. Bon, c'est pas grave, on vous entend, Yvette, donc c'est le principal. Est-ce qu'il y a une question que vous n'avez jamais posée à Brice que vous aimeriez poser là? Non, pas spécialement. Non. On sait déjà tout, hein, maintenant. Vous savez tout un autre, en fait. On sait déjà tout, c'est terrible. mais bon, voilà. Il en reviendra certainement dans l'expérience plus tard, mais non. D'accord. Brice ou Yvette, d'ailleurs, est-ce que vous auriez des conseils à donner à d'autres personnes, à d'autres duos qui voudraient mettre en place un job sharing? Je te laisse commencer, Yvette. Mais je pense que de toute façon, on a parlé de tout ce qu'il fallait pour faire du job sharing. Et donc, finalement, le conseil, c'est effectivement de se mettre dans cet état d'esprit. On veut co-construire, on veut partager, on n'a pas de problème d'ego, on se fait confiance, on se respecte. C'est tout ça qu'on retrouve. Et après, je dirais qu'on peut même se retrouver un peu comme nous dans une situation où on fait du job sharing, même si le management n'est pas a priori pour, même s'ils n'en ont jamais entendu parler, mais dans les faits, on leur a montré que ça fonctionne. Donc moi, je sais que les premières fois où il y avait des réunions importantes, où je me disais, je vais plutôt dire à Brice d'y aller, on faisait la réflexion, tu es certaine? Oui, je suis certaine. Oui. Pas de problème, et j'ai pas besoin d'être à côté. Voilà. Donc, on le démontre par les faits. Après, il faut avoir l'opportunité. Hein. Oui, oui. Et est-ce que vous avez eu, au sein de votre organisation, de votre entreprise à l'époque, des personnes qui vous ont dit, mais tiens, mais moi, j'aurais dû le faire, ou j'ai envie de le faire, etc., et qui ont essayé quelque part de copier-coller votre modèle, votre organisation dans leur contexte, dans leur job? Non, je pense qu'on a été un peu vus comme des martiens. D'accord, ok. Donc peut-être qu'après notre départ, il y en a qui se sont dit, tiens, on essaierait bien le truc, mais… Mais en fait, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Yvette, mais j'ai l'impression que ça polarise un peu. C'est-à-dire que, comme tu dis, on est soit regardé comme une curiosité, mais qui fonctionne. Donc, il y a cette envie naturelle de reproduire en disant « Ah, c'est pas mal quand même ». Ou alors, à l'inverse, et on pourrait le mettre peut-être dans les difficultés d'appréhender le job sharing, c'est des personnes qui, justement, n'ont pas vraiment l'état d'esprit pour le comprendre. Et quand ils voient, par exemple, un junior sur une table où, a priori, ils disent il n'a rien à faire ici, on peut avoir des difficultés à avoir une voix qui porte, à avoir une forme de crédibilité, et voir, il y a des personnes qui sont pas nécessairement bienveillantes là-dessus. Donc, il y a une forme de polarisation entre ceux qui disent c'est super et ceux qui ne comprennent pas tout de suite, voire qui presque sabotent parce que ne comprennent pas. Ok. Caroline, toi, avec ton œil d'experte intergénérationnelle, comment tu réagis à ce duo Brice-Yvette? Ça sonne doux à mon oreille, en tout cas. Moi, je trouve ça canon. J'aime beaucoup ce que disait Yvette sur le respect dans les deux sens, sur qu'on est senior, sur ce qu'on connaît, junior, sur ce qu'on ne connaît pas. Quand Brice parlait de la montée en compétence sur des sujets structurants, en fait, c'est vraiment une combinaison qui permet aux collaborateurs, dans les deux cas, d'être toujours stimulés. D'être toujours en apprentissage permanent. On reste dans un espèce d'environnement apprenant d'ailleurs. Ça permet une meilleure expérience collaborateur parce que franchement j'ai l'impression qu'ils parlent avec beaucoup de plaisir, ils sont souriants, enfin voilà. Et quand je vois la tête de certains dans les entreprises, c'est pas tous les jours. Et aussi c'est une réponse à la pénurie de talent. On intègre mieux les seniors, on arrive à mieux capitaliser sur les connaissances. On élargit un vivier de compétences. Voilà. Franchement, moi, je suis une fan de la première heure et on en parlait quand on s'était rencontrés avec Florence et Léna. Quand je donne des comptes, je parle souvent du job sharing. C'est un sujet qui intéresse, qui questionne. Donc, c'est tout nouveau, ça débarque. Enfin, tout nouveau. Pas complètement, mais en tout cas, ça émerge de plus en plus. En tout cas, la preuve, Florence, c'est que tu commences à en parler. Voilà, c'est un sujet émergent et les témoignages que vous nous offrez, Brice et Yvette, apportent du concret derrière tout ça. Il n'y a pas que du concept, il y a aussi de la réalité collaborateur sur le ressenti, donc c'est cool. C'est clair que ça met en question peut-être les schémas traditionnels que l'on a dans l'entreprise. Moi qui ai été 15 ans DRH dans des grands groupes,
on en était très très loin. Alors, et quand vous parliez, Brice, toi quand vous parlez plus, ou Yvette, vous en avez parlé tous les deux, des jeux politiques dans les grands groupes. Waouh. Et là, effectivement, quand tu arrives, tu es juju, tu arrives là-dedans, c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est difficile. Et donc, d'être accompagné par une personne qui connaît bien cette organisation, c'est malin. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Yvette en disant de temps en temps, c'était moi qui allais au front, entre guillemets, ou de temps en temps, c'était Brice, selon l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui était en face. C'est malin. Voilà, ça permet de doubler les chances de gagner sur des projets aussi. Hein. Puis je pense qu'il y a des chiffres qu'on retrouve entre le mentoring et le job sharing sur des personnes qui ont bénéficié notamment de la partie. Je ne sais pas si on a assez de recul aujourd'hui sur le job sharing, mais sur le mentoring en tout cas, il y a une vraie démonstration de performance sur des collaborateurs, d'accélération de carrière de jeunes collaborateurs qui ont bénéficié de mentoring. Donc on est dans les mêmes cas avec le job sharing. Sur les compétences, la politique, la capacité à évoluer dans un univers a priori un peu obscur, d'avoir les clés plus rapidement que quelqu'un d'autre. Ok. Merci pour ce témoignage, Brice. Merci Yvette. Vous pouvez rester avec nous. C'est même indispensable, il y aura peut-être des questions. Je reviens sur le sondage que j'ai posé. Et là, je vais m'adresser à Florence et à Elena. Alors, c'est partagé, mais le premier sujet qui est revenu, c'est le coût financier. Qu'est-ce que vous en dites, Léna, Florence? Est-ce que ça coûte plus cher, en fait? Alors, c'est toujours la grande question. Est-ce que c'est un des premiers blocages? Bon, forcément, si on se dit qu'à minima, quand même, ce qu'on recommande, c'est que chacun soit à 60%. Donc, ça veut dire 1,2 ETP. Voilà. Donc, oui, c'est 20% au moins de coûts en plus. On a fait avec Léna un premier calcul. Et notamment, on est en train de faire un livre blanc et on fait travailler des étudiants justement dessus pour calculer le retour sur investissement en France, parce qu'il y a des calculs qui sont faits à l'étranger. Mais vous savez, en France, on aime bien avoir nos données à la française, parce que la France est toujours spécifique. Donc voilà, donc on travaille dessus. Mais au global, ce qu'on voit, c'est que le ROI, il est positif, parce qu'en fait, quand on regarde d'un côté le coût, donc le coût effectivement charge salariale en plus, le coût de la mise en place, etc. Mais tout ce qu'on gagne et toutes les économies qu'on fait à côté, on parlait tout à l'heure, Caroline, tu disais dans les études qu'il y a sur la productivité, l'efficacité par rapport au mentorat, on voit en moyenne après aussi ce qui se passe à l'étranger ou même en France, que des salariés qui sont plus engagés, ils ont 20% en moyenne de productivité en plus pour eux et puis aussi pour l'équipe. Et comme on voit qu'il y a un effet de halo entre le manager et l'équipe, déjà ça fait un plus. Et après, d'autres économies qui peuvent être faites sur la formation, l'absentéisme qui est beaucoup moindre. On a moins de risque de burn-out, donc c'est moins de frais, moins de coûts. On le disait aussi, continuité dans le travail, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui est là. Donc, mis tout ça, mis bout à bout, on a un ROI qui est positif. Voilà, d'un point de vue financier, si on le regarde d'un point de vue financier. Après, il y a d'autres bénéfices. Je peux déjà parler de ce point-là. Ok. Et dans les réponses, alors l'ego, on en a un peu parlé, puis je pense que Brice et Yvette en ont vraiment très bien parlé. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas abordé la question de la responsabilité juridique dans le poste, réellement. Comment est-ce que ça fonctionne, Léna, ce sujet? Oui, alors c'est aussi un point qui est très regardé par les RH notamment. À chaque fois, c'est mais comment on fait pour la responsabilité? Parce qu'on a un droit social qui est quand même un petit peu compliqué en France, plus que chez nos voisins. Pour le coup, et donc c'est toujours la question de oui, mais si ça se passe mal avec quelqu'un, avec un des deux, comment on le gère, etc. Est-ce que c'est un contrat mutualisé, etc. Alors on reste on est sur un droit social français, donc on va pas faire, en tout cas pas tout de suite, faire bouger les lignes au niveau du droit du travail. Donc on est sur deux contrats distincts, effectivement, individuels, avec effectivement le lien contractuel qui va rester individuel. Alors soit on est sur du temps plein et on reste sur un contrat classique, soit on est sur du temps partiel et on a effectivement un contrat à temps partiel. Et sur la partie zone de responsabilité, il peut y avoir plusieurs options. Aujourd'hui, on travaille d'ailleurs avec un expert en droit social sur le sujet pour accompagner et pour que ce soit le plus adapté et sur mesure possible par rapport à la culture de l'entreprise et au mode de pratique et au mode de management aussi. Parce que selon la maturité et la culture, on va pas avoir le même cadrage, on va dire, juridique.
Mais on peut avoir effectivement, aujourd'hui, par exemple, quand on est RH, on a une zone de responsabilité qui peut être conjointe avec un directeur général, par exemple. Ça existe. En fait, on peut avoir aujourd'hui dans notre droit du travail, des zones de responsabilité communes avec des délégations de pouvoir. Donc, on peut avoir ce type d'organisation aussi sur du job sharing si on pousse jusqu'au bout, on va dire, contractuellement, la responsabilité. On peut aussi être dans une notion un peu plus souple et de se dire qu'on est sur une charte d'engagement avec un fonctionnement un petit peu moins formalisé selon la culture d'entreprise. C'est pour ça que je dis il y a un peu de sur-mesure aussi parce que ça dépend aussi où met le curseur l'entreprise, sachant que la responsabilité individuelle reste tout de même à titre personnel. On a une évaluation qui est faite individuellement, mais qui peut, sur certains aspects, être faite également sur du collectif. Donc là, c'est aussi en termes de pratique, on va dire RH et managériale, à adapter, à mettre en place en fonction de l'organisation et de ce que l'entreprise a envie d'impulser et de prôner. Par exemple, moi je sais qu'à titre perso, quand je véhicule job sharing, j'avais des objectifs individuels et une partie d'objectifs collectifs. Florence, c'était un petit peu différent. Ouais, bon, genre, on avait les mêmes objectifs. Après, c'était les objectifs individuels étaient plus sur des thématiques peut-être un peu plus soft skills éventuellement, mais le reste c'était commun. Voilà, donc ça c'est vraiment à la main finalement de l'entreprise et par rapport à la culture. On peut avoir effectivement, et du coup quand on parle aussi de responsabilité, c'est en fonction de ça aussi, de comment on établit les missions et les zones de responsabilité chacun, sachant que le principe même du job sharing, c'est d'être quand même en co-responsabilité, notamment face à des tiers, de se dire, l'idée c'est pas de se dire, t'as fait une erreur là, donc c'est ta faute, etc. Là, on est vraiment sur du partage, on va dire, de responsabilité. Ok, j'ai envie pour terminer ce webinaire, à venir sur les bonnes pratiques, quelque part, pour réussir le job sharing. Il y a une question que je voulais vous poser, Léna et Florence, mais Alison l'a déjà posée pour Brice et Yvette. Donc, du coup, je vais me tourner vers Brice et Yvette si Brice et Yvette nous entendent. Donc, une question d'Alison qui est comment avez-vous convaincu votre employeur de faire du job sharing malgré cet échange d'expérience entre vous? Est-ce que cela n'a pas été compliqué, en sachant qu'en France, ce n'est pas courant aujourd'hui ce genre de pratique? Donc, quel a été votre travail de conviction pour convaincre vos dirigeants, vos managers? Tu veux répondre, Yvette? Oui, je dirais que en fait, nous, on était en clientèle, donc celui qu'on a dû convaincre, c'est notre client et pas notre manager. Et puis, on l'a démontré, on l'a fait tout simplement. On n'a pas parlé de job sharing, on l'a mis en place et on les a mis devant le fait accompli. C'est ça, je partage. Je pense que si on était venu avec la proposition de dire on va faire du job sharing, je ne saurais pas été forcément très entendu et compris tout de suite. Et donc, en fait, c'est aussi, et ce qu'on a reproduit un peu cette philosophie à travers les projets, c'est-à-dire que dès qu'on avait des convictions, et ce qui était le cas, on les mettait en pratique et par l'exemple, on finissait par convaincre parce qu'on nous foutait la paix parce que ça fonctionne. Donc, il n'y a rien à dire. Ok. Léna, Florence, quels conseils globaux vous donneriez, vous, à une personne qui voudrait convaincre sa hiérarchie, ses boss de se lancer dans l'aventure? Vas-y, Léna. Ah, ok, voilà. Juste pour partager aussi la façon dont je l'ai fait, parce que j'ai dû aussi convaincre ma manager, en fait, de passer en job sharing, parce que moi, j'étais à temps plein. Et du coup, qu'elle prenne, Thomas, mon binôme, pour venir avec moi. Et en fait, je lui ai montré plusieurs avantages pour elle. C'est-à-dire que Thomas, je l'ai fait venir et lui avait des compétences qui étaient complémentaires des miennes. Concrètement, lui, il avait une vision, qui était une vision très, très stratégique et il avait eu des niveaux encore plus seniors que les miens. Et donc, apporter cette casquette-là en plus de celle que j'avais. Donc, je pense que le mouton à 8 pattes, on le crée ensemble. Et puis aussi, je lui ai montré, et ce qui s'est avéré, enfin, je sais pas si on peut dire avéré vrai, mais enfin, ce qui a montré la réalité, la vérité, c'est que ça allait lui faire aussi gagner du temps en termes d'efficacité, parce que ce qu'on allait produire allait être d'un niveau supérieur, elle est moins sollicitée, et c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, c'est le résultat qu'elle a eu très rapidement. Donc, lui montrer en fait les avantages pour elle, et ensuite après, oui, il y a toujours une négociation, voilà, combien ça va coûter. Et de le mettre dans la balance pour dire au final ce qu'on produit est bien supérieur. Ok. Et je pense que
Je pense que c'est important aussi d'identifier de lever les freins en fait, parce que il y a tout un tas de croyances et de freins un peu inconscients quand on connaît pas ce mode de travail. Et donc c'est aussi de réfléchir dans les argumentaires, en tout cas à préparer, c'est de dire bon ok, qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner, comment est-ce qu'on lève en fait ces freins-là et comment est-ce qu'on apporte une solution pour que ça ne crée pas de la désorganisation, mais plutôt que ça apporte de la valeur et de la performance en fait. Et souvent, dans les freins, il y a aussi le risque, le manager, typiquement, dit, bah, ça veut dire que j'ai 2 personnes avec lesquelles je vais devoir parler. Comment est-ce que vous allez être sûr que vous allez pouvoir vous aligner? Pour les équipes que vous managez, bah, comment vous êtes sûr, pareil, qu'ils ont bien la bonne information, que ce soit pas redondant, etc. Et donc ça, typiquement, bah, ça a été de montrer, voilà, l'organisation qu'on a, comment on se fait la transmission des informations, avoir des outils qui soient aussi disponibles. Un petit exemple, hein, on avait une seule adresse mail commune, un même mail commun, une boîte mail commune. Florence, Thomas, et d'ailleurs on s'appelait Floto, voilà, et un OneNote partagé, enfin voilà, et toutes les informations étaient disponibles. Donc une seule personne qui répond, il n'y a pas la question à se poser, ah mais qui j'appelle? Non, c'est Florence, Floto, voilà. Et petite question là de néophyte, pour les congés payés, comment ça s'organise du coup? Est-ce que vous partiez en congé ensemble? Bonne question ça. Voilà, ou est-ce que… Ça fait 10 semaines en fait. Voilà, où est-ce que ça fait… mais ou alors justement, vous ne partiez volontairement pas en congé en même temps et l'autre personne du coup prenait le relais de la personne absente pendant ses congés. Volontairement, partez pas ensemble, pas en même temps, parce que justement, ça permettait d'avoir toujours quelqu'un 3 jours par semaine. Et pour l'équipe et pour le manager, c'est quand même beaucoup plus confort. Ça veut dire que en France, on aime bien prendre 3 semaines de congé. Ben là, en fait, il y a jamais de trou. En fait. Il y a jamais 3 semaines où il y a personne. Donc c'est quand même vachement plus confort pour le manager qui se dit bon bah c'est bon, je vais pas devoir gérer l'équipe de mon équipe, enfin de mon voilà. Je comprends bien. Et inversement, l'équipe elle se dit bah j'ai pas besoin de me dire bah je vais passer par le N+2 pour avoir mes réponses. Et Brice et Yvette, de la même manière, vous preniez vos congés ensemble ou au contraire pas du tout de manière séparée? On s'organisait pour qu'il y ait toujours un de nous deux, un peu le même modèle que Florence. D'accord, de la même manière. Ok. Léna, Florence, en quelques minutes, quelles seraient les grandes étapes à mettre en place pour réussir un projet de job sharing dans une organisation? Ouais, en fait, on a identifié 3 grandes étapes qui sont importantes pour justement faire que ça fonctionne. Il y a une partie forcément de diagnostic et d'état des lieux, de se dire on se l'est dit plusieurs fois lors de nos échanges, il faut que ce soit aussi du sur-mesure par rapport à la culture, par rapport à l'organisation et que ça se fonde finalement aussi dans les fonctionnements déjà préexistants dans l'entreprise. L'idée, c'est pas de révolutionner et de tout casser et de tout changer. Donc, il y a ce diagnostic à faire en premier lieu, de se dire, bon, quelles sont les pratiques, comment ça s'organise et comment ça peut justement rentrer dans l'organisation déjà actuelle, avec une partie d'interview, questionnaire, workshop, etc. De pouvoir justement adapter et surtout aussi sensibiliser en interne. C'est-à-dire que l'idée, c'est de parler aussi de ce mode de travail, parce que plus on va en parler, plus ça va être connu, plus ça va être aussi intégré et potentiellement plus on aura de l'adhésion des parties prenantes, que ce soit des duos, mais aussi du management et des pairs. Et donc ça passe aussi par une partie, on va dire, accompagnement par guide pratique, qu'est-ce que c'est de travailler en job sharing en quelques tips, on va dire. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a une partie structuration opérationnelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, ok, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se transforme concrètement, opérationnellement dans les faits. Et donc, la première chose aussi à travailler, c'est, on a beaucoup parlé, Yvette et Brice nous ont partagé aussi leur expérience, de dire ça fonctionnait parce qu'ils s'entendaient bien, parce qu'il y avait un matching en fait, il y avait une alchimie en fait entre eux. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on se rend compte que dans tous les témoignages que l'on a eu, moi je l'ai vécu aussi, Florence aussi, ça tient aussi à l'alchimie et au matching entre les deux personnes. Donc c'est s'assurer finalement, avoir un processus aussi finalement d'adéquation et de complémentarité et de compatibilité des deux personnes pour être sûr que ça va bien fonctionner en termes de valeurs. Ils en parlaient tout à l'heure, Brice et Yvette, de vision, de valeurs, de rapport aussi, de quel est notre métier, qu'est-ce qu'on a envie de partager au quotidien à travers notre métier. Et donc de pouvoir travailler sur ce point-là et aussi l'alchimie avec le manager, parce que forcément le manager, il n'a plus qu'une seule personne mais 2 personnes, donc il faut aussi que ça matche aussi avec le management.
Et puis, c'est de se dire quels sont finalement les facteurs clés de succès et quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de dire que ça réussit et que ça fonctionne. Et ça, c'est aussi à identifier en amont, c'est-à-dire que, ok, on se met des indicateurs clés de suivi et des KPI en fait, tout simplement, et pour pouvoir suivre et pour pouvoir justement être dans le aussi quelque part une sorte de performance entre guillemets, même si on est sur des choses qui sont peut-être pas tout le temps palpables, mais de pouvoir justement avoir un retour sur investissement et un retour d'expérience argumenté, il faut qu'on puisse mettre des indicateurs de réussite aussi. Et après, Florence. Et après, ça va être important en dernière phase d'accompagner ce duo. Voilà, je sais que nous, enfin, quand je l'ai démarré, en fait, on a eu un coaching pour nous, mais il y a aussi le coaching pour notre équipe, coaching pour notre manager, pour être sûr qu'on est bien aligné sur notre mode de fonctionnement, et puis au démarrage, mais aussi sur la durée. Voilà, 3 mois, 6 mois. Et après, quand ça roule, mais c'est important, voilà, d'avoir cet accompagnement-là pour lever toutes les problématiques et se dire les choses. Si ça fonctionne, ok. Si ça fonctionne pas, tout de suite, on met ça en avant. Et puis ensuite, dans cet accompagnement, il y a aussi toute la partie continuer à communiquer en interne, voilà, sur ce mode de travail. Et puis, à partir du moment où il y a plusieurs duos qui sont formés, d'avoir une communauté, créer cette communauté, de pouvoir avoir un échange de bonnes pratiques et d'animer cette communauté en interne. Ok. De job sharer. Avant de vous poser la dernière question, je relance un petit appel aux personnes qui nous écoutent. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. On va bientôt clôturer ce webinaire. Donc, moi, ma dernière question, en fait, pour Florence, pour Léna, ce serait quel piège éviter lorsqu'on met en place ce job sharing? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 pièges qui sont pour vous important d'éviter? Oui, les pièges en fait, c'est déjà de subir et d'imposer. Parce que on est sur un dispositif de volontariat aussi, et de dire que les personnes elles ont envie de le faire. On va pas imposer des personnes. Enfin, en tout cas, il y a peu de chances que ça fonctionne si on impose un binôme. Et donc c'est un co-choix en fait. C'est un co-choix des 2 personnes qui vont bosser ensemble parce que elles vont partager beaucoup de choses. Et donc c'est important que dans le processus, voilà, il y ait vraiment cette notion de se dire on y va ensemble, on a envie d'y aller ensemble, et ça va fonctionner parce qu'on travaille ensemble. Et donc dans cette partie-là, il y a tout un accompagnement aussi de se dire on leur met à disposition aussi un dispositif d'accompagnement, parce qu'en fait c'est pas un mode de travail qui se fait tout seul comme ça. Alors Brice et Yvette, c'est chouette comme partage d'expérience parce que c'était vraiment volontariste et ils y ont cru et ils ont amené la preuve. Et je pense que ça a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de conviction. Et pour justement limiter les cas d'échec potentiels, c'est important de pouvoir aussi apporter finalement un cadre qui permet aux personnes de recalibrer s'il y a des petits écarts. On parlait du coaching, d'accompagnement, des choses comme ça, pour se dire on met tout de notre côté pour que ça fonctionne bien, et on ne laisse pas de façon autoportée quelque part 2 personnes dans la nature en disant ça va marcher, ils se débrouillent quoi. Voilà, il y a cette partie-là qui est importante, je pense. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi juste une dernière partie, peut-être aussi technique, d'avoir aussi des outils techniques, des moyens pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, quand je dis une boîte mail, des outils collaboratifs. Si on les a pas, si on veut pas investir dedans, ça va mettre du sable dans les rouages. Voilà, ça va empêcher la fluidité aussi. Ok, extrêmement clair. Écoutez, un grand merci. Un grand merci à vous 5 pour votre temps. Merci Caroline de ta disponibilité et de tes conseils sur l'intergénérationnel. C'était cool d'avoir invité, merci. C'est sympa. Qui sont extrêmement précieux, et je pense que c'est un véritable sujet aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, ça c'est clair. Je confirme. Juste, on n'a pas entendu beaucoup Caroline, mais en tout cas, pour avoir assisté aussi à d'autres conférences, je pense que c'est vraiment, c'est très inspirant avec des bonnes idées aussi pratiques et concrètes. Donc, Alors, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien entendre Caroline sur mon podcast. On n'a jamais fait comme ça en 2025. Donc, je te lance l'appel, Caroline. Tu as envie de. Donc, pas d'appel, il dit oui, t'inquiète pas. On en parlera. Et ce sera avec grand plaisir. On va organiser ça. On fera ça en off. Ça roule. Brice, Yvette,
Un grand merci pour votre temps, votre témoignage. Moi, j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé votre énergie à tous les deux. Très authentique. Ouais, très authentique, très sincère, et ça, c'est très chouette. Merci donc à tous les deux pour votre présence. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez toutes les questions que vous souhaitez pour mettre en place le job sharing dans votre organisation, dans votre société, dans votre administration, j'en sais rien, n'hésitez pas à contacter Léna et Florence. Elles sont accessibles, très sympas, toujours dispo. Et puis, vous pouvez compléter parce que vous êtes déjà intervenues d'ailleurs sur quelques podcasts toutes les deux sur ce sujet. Donc, en allant sur votre plateforme préférée, vous trouverez forcément un podcast soit avec Léna, soit avec Florence, ou peut-être les deux d'ailleurs. Oui. Donc voilà, ça permettra de compléter ce webinaire. Merci à tout le monde. Et puis, super, merci à toi Florent. Merci. Bonne année à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.